Madame, Monsieur, bonsoir. Sa Majesté le roi Mohamed VI, seul chef d'État invité à l'investiture du nouveau président sénégalais en dehors de la sous-région. C'est la première question d'actu que nous analysons ce soir, l'occasion de comprendre davantage la profondeur des liens indéfectibles d'ailleurs, des liens de fraternité mais aussi de solidarité et de considération qui unissent le Royaume du Maroc et la République du Sénégal. En deuxième partie de questions d'actu, direction l'Égypte pour une autre investiture hier, celle du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi qui a prêté serment pour un troisième mandat consécutif sur fond de graves crises économiques, sociales et des droits humains. Il a été réélu en décembre avec 89,6% des voix pendant que l'Égypte est embourbée dans une crise économique exacerbée où les prix des denrées alimentaires ont grimpé de 72% en un an seulement. J'accueille pour le débat ce soir en plateau avec moi le professeur Zakaria Abou-Dahab. Bonsoir professeur Abou-Dahab. Bonsoir Madame Khadija. Toujours un plaisir. Réciproque. Je rappelle que vous êtes donc professeur de relations internationales à l'Université Mohamed V de Rabat, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, et j'en doute. Avec nous depuis Casablanca, le doyen de l'Institut de sciences politiques, juridiques et sociales à l'Université Mondiapolis, Ali El-Harichi. Bonsoir. Bonsoir Lala Khadija, bonsoir chers collègues. Marhaba à vous également, merci de vous joindre à nous. Et pour notre premier sujet, j'accueille depuis Dakar le président du think tank ID Sénégal, Daouda Tall. Bonsoir Daouda Tall. Bonsoir Khadija, bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent et bonsoir également à mes deux co-débatteurs. Alors pour vous qui regardez, analysez l'actualité mondiale avec des lunettes africaines et surtout sénégalaises, ces relations Maroc-Sénégal, bien évidemment, ne datent pas d'hier, ni d'ailleurs de la décennie dernière. Je voudrais commencer par un extrait. Africain est le Maroc, africain il le demeurera. Et nous tous Marocains restons au service de l'Afrique. Nous serons à l'avant-garde pour préserver la dignité du citoyen africain et le respect de notre continent. Fin de citation. C'est avec ces propos que feu Sa Majesté le roi Hassan II, dans son message au 10e sommet de l'OUA, avait annoncé d'ailleurs le retrait du Maroc, c'était le 12 novembre 1984. Et dans la foulée, l'ancien président sénégalais, M. Abdou Diouf, avait estimé qu'on ne pouvait concevoir cette organisation sans le Maroc. Justement, Rabat et Dakar, Daouda Tall, Rabat et Dakar, une relation d'abord d'hommes d'État, et d'hommes d'État, j'ai envie de dire, de valeurs et de principes immuables. Un commentaire. Oui, tout à fait. Je crois que c'est des relations qu'on ne présente plus au niveau bilatéral concernant les deux pays. J'ai envie de dire ce sont deux pays amis, mais au-delà de ça, c'est deux pays frères, naturellement, à plusieurs égards. Dans un premier temps, on peut noter effectivement les populations, le brassage qu'il y a entre les populations marocaines et sénégalaises. Beaucoup de Sénégalais connaissent le Maroc. Et l'autre dimension, c'est aussi une dimension culturelle, on va dire, même religieuse naturellement, étant donné que, comme vous le savez, Fès est largement visité par les Sénégalais. Et ce n'est qu'un exemple de ce point de vue-là. Les relations, ce sont des relations qui ont toujours été réchauffées, on va dire. Et d'un autre côté, d'un point de vue de l'Afrique, tout à l'heure vous avez parlé de l'Union africaine, de l'OUA à l'époque et de l'Union africaine, je pense que le Maroc et le Sénégal ont très souvent eu des positions qui se rejoignent sur les questions africaines, sur les questions panafricaines même, j'ai envie de dire. Donc, évidemment, c'est heureux de voir le Maroc revenir au sein annoncer en tout cas cette volonté et travailler au sein de l'Union africaine. Il y a eu un moment aussi où nous avions parlé du fait que le Maroc puisse s'approcher davantage, voire même rejoindre la CEDEAO, etc. Donc, toutes ces questions étaient à un moment donné au devant de la scène et le Sénégal a toujours eu une position favorable, une position
côté du Maroc et les amitiés du roi Mohamed VI naturellement, et l'ensemble des présidents qui sont passés au Sénégal et tout à fait, ce sont des relations tout à fait nettes, sincères. Je pense que maintenant, l'actuel président, peut-être que nous en parlerons, va respecter la tradition. Il faut maintenant davantage, peut-être ce qu'on peut dire, c'est davantage on va dire, vis-à-vis des populations, davantage d'ouverture entre les peuples. Les États, c'est bien, la coopération bilatérale, c'est bien, effectivement, et c'est aussi intéressant de pouvoir développer davantage d'échanges entre les populations, d'échanges économiques, d'échanges culturels entre les Marocains et les Sénégalais. Je pense qu'il y a un pas à faire davantage dans ce sens-là, en termes d'accueil des... Oui. Alors, avant qu'on parle justement des perspectives futures, d'abord, ce qui existait, ce qui existe encore et ce qui est certainement amené à perdurer. Vous avez évoqué justement ces différents présidents, ces 4 présidents, avant ce 5e tout fraîchement élu, Bassirou Diomaye Faye, qui a donc adressé cette invitation, et une exception dans la région, professeur Abou Dahab, une exception dans la région qui vient justement confirmer la solidité de ces relations entre les 2 chefs d'État. Enfin, quand je dis chef d'État, c'est que ce soit Feu Sa Majesté Hassan II, notre actuel souverain Sa Majesté Mohamed VI, ainsi que le président sénégalais. Juste un mot peut-être sur cette exception, le fait qu'il soit le seul chef d'État invité dans cette région nord-africaine. Tout à fait. Peut-être 2 éléments essentiels. Ce sont autant des indices qui peuvent nous révéler quelque part l'existence d'une œuvre ou d'une conception ou sous-œuvre solide. Premièrement, la perception de l'acteur lui-même, c'est-à-dire M. Bassirou Diomaye Faye, qui lui connaît évidemment le Maroc, que ce soit directement ou indirectement. Et donc, lui-même issu de la haute administration, diplômé de droit, mais également de l'ENA, l'École nationale d'administration. Donc, il sait très bien, compte tenu de l'historique et de la solidité du couple sénégalo-marocain ou maroco-sénégalais, il sait très bien que le Maroc joue un rôle extrêmement important, non seulement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, et là, je prends la région dans sa totalité, dans sa globalité, mais également au niveau du continent africain. Et il sait très bien que, par rapport peut-être même à des attentes, qu'il a dû traduire hier quand il a parlé de l'aspiration du peuple sénégalais pour le changement systémique, oui, qui pourra aussi compter sur le soutien du Maroc quand on voit que le Maroc pourrait se présenter aussi comme étant un modèle. Donc l'invitation n'est pas fortuite ou n'est pas anodine. Deuxième chose, évidemment, c'est le statut du Maroc en tant que tel. Quand on voit un peu le bilan, ne serait-ce que en prenant en considération quelques années, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un constructeur de paix, de stabilité. Il est acteur de développement, de co-développement, que ce soit au Sénégal ou dans le continent dans sa totalité. Il n'intervient pas dans les affaires internes des pays africains, si ce n'est pour porter de l'aide ou des investissements. En gros, c'est un pays quand même qui reste très neutre vis-à-vis des questions internes des pays africains. Et je pense que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui. C'est important de rappeler cet élément essentiel, fondamental dans les relations bilatérales entre le Maroc et le reste du continent africain. Tout à fait. Les réactions ne se font jamais dans la précipitation. Le Maroc prend toujours son temps. Ce sont des constances de la diplomatie marocaine sous la supervision clairvoyante de Sa Majesté le Roi. Pas d'immixtion, mais plutôt, quand j'ai dit constructeur de paix, il est présent dans les opérations de maintien de la paix. Et on a vu aussi son attitude, son comportement par rapport à des pays qui ont connu des changements géopolitiques. Prenez le Mali, Burkina Faso, le Niger ou d'autres, comme la Guinée-Conakry. Mais plutôt, il cherche des solutions, apaiser des situations et en même temps offrir son aide et son action. Je m'en souviens, lors de la dernière visite d'État de Sa Majesté le Roi, il y a quelques années, vous savez, il y a eu ce qu'on appelle la diplomatie normative ou conventionnelle. Énormément de conventions qui ont été signées et qui ont concerné énormément de domaines, l'éducation, la culture, la science, la pharmacie ou la pharmacologie, etc. Donc, ce qui fait que moi, Madame Khadija, 2 éléments essentiels, c'est par rapport à la perception et les attentes de l'équipe aujourd'hui, par rapport aussi au statut du Maroc, son rayonnement et sa place dans un continent qui bouge, et en particulier par rapport à la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous y reviendrons. Certainement. Vous avez parlé justement de la place aussi qu'occupe le Sénégal pour les
souverains, pour Feu Sa Majesté Hassan II, mais aussi pour Sa Majesté le roi Mohamed VI. Le 6 novembre 2016, c'était une première à l'île Harichi. Le discours de la Marche verte a été adressé bien sûr au royaume et au monde entier, en dehors du territoire marocain. Sa Majesté le roi Mohamed VI avait donné son discours depuis Dakar. Et je le cite, « J'ai aussi choisi le Sénégal au regard de la place particulière qu'il occupe en Afrique, grâce à son modèle démocratique historique et à sa stabilité politique et sociale et à son dynamisme économique. » Fin de la citation royale. Donc, déjà, c'est en soi un gage de cette relation, mais aussi de confiance. Surtout que, et rappelons-le, et c'est pour cela que justement je voudrais vous interpeller sur ce point en particulier, la position du Sénégal, elle a été vraiment inchangée, immuable, très forte vis-à-vis de la question nationale, la question du Sahara marocain. Tout à fait. Le fait déjà que Sa Majesté, que le discours de la Marche verte soit fait de Dakar en 2016 est un appel qui fait au monde entier pour témoigner, ou un témoignage, ou une démonstration de cette relation entre le Maroc et le Sénégal, cette relation non pas seulement de l'amitié, mais de la fraternité, comme cela a été rappelé, de cette relation qui est indéfectible, qui est écrite dans le temps, c'est-à-dire dans le temps passé, le temps présent et le temps futur. Le Sénégal, quand le président, c'est-à-dire l'investiture du président élu, que Sa Majesté soit invité comme le seul chef d'État en dehors de la sous-région, est une réponse c'est-à-dire une démonstration aussi de cette amitié et de cette importance. Nous partageons tellement de choses avec le Sénégal que ce soit les populations, que ce soit les gouvernements, que ce soit les États et les nations. Nous partageons quelque chose qui s'inscrit dans le temps et depuis des siècles. Vous savez, quand nos frères du Sénégal font le pèlerinage, et d'ailleurs cela a été cité, ils passent par la ville de Fès comme étant un référent religieux avec Sidi Ahmed Tijani, donc le mausolée. C'est un attachement entre le Maroc et le Sénégal qui est basé sur d'abord ce qui est politique, bien sûr, ce qui est économique, comme cela a été évoqué, sur ce qui est spirituel et sur ce qui est culturel. Il y a un brassage, une mixité entre le Maroc et le Sénégal, c'est-à-dire sociale, très importante. Quand on essaie d'étudier ces relations dans le temps, nous pouvons revenir peut-être même aux Almoravides, mais on parle surtout du 15e, 16e, 17e siècle. Mais nous pouvons aussi trouver à partir, c'est-à-dire le renforcement, c'est l'installation, c'est au moment vraiment de l'installation de beaucoup de Marocains qui venaient de Fès, de Marrakech, de Sfaro, de Dmened, de Goulmim. Cela est cité, il y a un très bel article qui a été publié par un collègue sénégalais, Cheikh El-Haji Abdoulaye Niang, qui parle de cette relation qui s'écrivait dans le temps. Et en 1860, les Marocains vont s'installer à Saint-Louis. Ils vont s'installer non pas seulement dans cette forme de visite culturelle, spirituelle, mais dans une forme de comptoir commercial. Et j'aime beaucoup un passage dans son article qui dit les habits traditionnels marocains, la djellaba, le kaftan, le hayek, les babouches, qui étaient donc certes introduites en Afrique, mais à partir de 1880, ils vont être introduits au Sénégal, mais en se conjuguant avec la culture sénégalaise. Les djellabas vont prendre des couleurs chatoyantes, les babouches, ils vont se conjuguer avec la culture, donc la culture marocaine et la culture sénégalaise. Donc cette relation-là, elle est inscrite dans le temps, n'est pas anodine. Et puis quand Sa Majesté va à Dakar, et à la capitale du Sénégal pour faire c'est-à-dire les 4 discours qu'il fait chaque année et celui de la Marche verte qui est très important, qui a une portée sur la politique étrangère chez un pays frère, un pays allié, un pays ami et qui a toujours pas seulement reconnu la marocanité des Sahara, mais qui s'est inscrite, comme vous l'avez très bien dit, d'une façon immuable dans cette reconnaissance et dans cette souveraineté territoriale du Maroc sur ces régions. Il y a le plaidoyer de la diplomatie sénégalaise, il faut le dire. C'est-à-dire, il y a le soutien, certes, mais il faut aussi rappeler qu'il y a un plaidoyer de la diplomatie sénégalaise et ça a commencé déjà en réaction depuis 1975, quand a justement commencé toute cette
cette affaire du Sahara. C'était parmi les premiers pays qui ont d'abord soutenu. Et puis, depuis, notamment début des années 2000, quand il y a eu la proposition de règlement de ce conflit factice par le Maroc, l'une des premières diplomaties à l'avoir soutenu, c'est la diplomatie sénégalaise. Et de l'autre côté aussi, il y a le Maroc qui soutient et qui a soutenu le Sénégal dans plusieurs points qui ne peut-être pas dépendent de l'intégrité territoriale, mais qui sont tout aussi importants, comme par exemple sur le volet militaire. Peut-être un petit rappel là-dessus aussi, Ali El-Harechi. Oui, d'abord, comme vous l'avez dit, le Sénégal est l'un des premiers pays en Afrique qui ont soutenu et qui soutiennent et qui soutiendront toujours le Maroc dans ce conflit, ce différent factice qui va disparaître avec le temps, puisque la diplomatie marocaine a travaillé. La communauté internationale aujourd'hui, il connaît très bien cette affaire, il connaît quels étaient les soubresauts lors de la guerre froide. Maintenant, c'est une affaire qui va être pliée, Inch'Allah, avec cette diplomatie assez réaliste du Maroc d'ailleurs. Donc le Sénégal nous a toujours soutenus. Il nous a soutenus aussi quand le Maroc a proposé donc le projet d'autonomie. Effectivement, c'est l'un des pays qui ont non pas seulement soutenu comme vous l'avez dit, mais c'est-à-dire qui ont plaidoyé en faveur de la position marocaine et non pas seulement de la solution marocaine, je dirais, mais de la véracité de la question marocaine, donc de la souveraineté territoriale du Maroc. Et bien sûr, sur le côté militaire, cela a été évoqué par mon ami, donc mon cher collègue Zakaria Bouddahab, quand il a parlé que le Maroc, effectivement, lorsqu'il y a eu des crises au niveau du Sénégal ou dans la région qui est à côté du Sénégal, le Maroc est un pourvoyeur de paix, que ça soit avant avec les casques bleus ou quand on l'appelle avec les casques bleus, ou bien c'est-à-dire avec quand il est appelé par des pays africains pour soutenir lorsqu'il y a parfois des crises qui peuvent donner malheureusement parfois des guerres civiles dans certains pays. Et on se rappelle surtout des crises qui étaient aux alentours du Sénégal dans le début des années 90, au Sierra Leone, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Et on avait peur d'une propagation donc de ces crises-là. Certes, la CEDEAO avait intervenu en ce moment-là avec avec ce qu'on appelait l'ECOMOG. Donc, bien que le CEDEAO soit un organe économique, il avait intervenu pour apaiser la région. Et le Maroc aussi, il a toujours intervenu. C'est-à-dire quand le Maroc a été appelé pour soutenir, pour jouer son rôle de pourvoyeur de la paix, il l'a toujours fait donc dans les régions avoisinantes. Et comme l'a très bien dit mon collègue Zakaria, le Maroc n'intervient jamais chez les pays si on ne lui demande pas ou s'il n'y a pas une question de paix. Différemment à certains pays qui essaient de s'immiscer dans les affaires des États voisins. Et malheureusement, pas pour des solutions de paix, et bien pour des solutions qui laissent parfois ces États voisins dépendants d'eux. Et donc le Maroc, on a vu avec les États du Sahel, qui sont les États mitoyens du Sénégal, je pense surtout au Mali. Nous avons vu la position du Maroc, comment il a été, et nous regardons aussi dans cette perspective, parce que les dirigeants de ces pays ont été invités aussi à l'investiture au niveau de l'investiture du président sénégalais, bien que nous avons vu la position de la CEDEAO vis-à-vis de ces pays, et la CEDEAO était présidée donc par le président sénégalais sortant. Donc, cet appel de ces pays du Sahel central nous permet de voir un regard sur un panafricanisme, Est-ce que justement un mot peut-être, Ali El-Harechi, vraiment rapidement pour que je passe aussi à Daouda Tall, un mot sur ce souverain panafricain. Sa Majesté, le roi Mohamed VI, quand il est arrivé, il s'est inscrit dans le panafricanisme, dans les rapports sud-sud, dans la coopération, le co-développement sud-sud, ce grand sud, notre sud africain, nous ne pouvions avancer que si nous mettons c'est-à-dire la main dans la main et se développer dans un panafricanisme et un panafricanisme avec la paix, avec le co-développement, avec le gagnant-gagnant de tout le monde. Et je pense le retour du Maroc, même avant le retour, c'est-à-dire les relations bilatérales, ils ont été toujours très, très intéressantes et remarquables avec une grande partie des États africains, mais le retour en 2007 a marqué le saut
du retour à sa tanière du Maroc, qui a été l'un des fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine. Je rappelle la conférence de Casablanca de 1960, où vraiment le panafricanisme était né à Casablanca, et il est rené encore avec ces leaders africains, dont Sa Majesté Mohamed VI. Absolument, un leader totalement panafricain. En témoignent aussi ses multiples tournées dans plusieurs pays du continent. Bien évidemment, beaucoup ont été faites au niveau du Sénégal. On a parlé de ce 41e anniversaire de la Marche verte. C'était en novembre 2016. Il y a eu des visites, bien naturellement, en amont. Au lendemain de son intronisation, un peu moins d'un an après son intronisation, Sa Majesté le roi Mohamed VI s'était rendu au Sénégal, 2004, 2005, 2006, 2008, bref, beaucoup de visites ont été effectuées et des visites qui ont été fructueuses à plus d'un titre. Il y a par exemple sa participation à cette prière à la grande mosquée de Dakar, c'était une semaine après ce discours en 2016. Il y a eu aussi des contrats qui ont été des contrats de partenariat qui ont été signés. Et c'est là, Daouda Attal, où je reviens à ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce partenariat, ces liens indéfectibles prennent beaucoup de facettes, dont celle économique. Quels sont, selon vous, les points forts de ce partenariat économique entre Rabat et Dakar? Bon, très bien. Je pense qu'il s'est dit beaucoup de choses et en réalité, moi, ce qui va surtout m'intéresser dans tout ça, ça va être justement ce que vous venez d'évoquer en dernier lieu, c'est-à-dire la coopération plutôt, on va dire, économique entre le Sénégal et le Maroc. Parce que oui, on l'a dit, on l'a redit, hein, les relations sont séculaires, les relations sont très chaudes, les relations sont excellentes même, j'ai envie de dire, entre le Maroc et le Sénégal, culturellement, etc. Maintenant, d'un point de vue économique, et c'est là que le propos peut être intéressant, parce que là, le Sénégal va vivre une nouvelle ère. Et je pense aussi que d'un point de vue de ceux qui nous regardent et d'un point de vue des décideurs marocains, c'est important d'entendre ceci. C'est-à-dire, nous avons vécu, nous sortons de 12 ans de présidence sénégalaise de Macky Sall et son régime, avec un plan Sénégal émergent qui a été mis en œuvre, apprécié au début, mais en termes de résultats, les résultats étaient très, très mitigés. La preuve, pour la première fois au Sénégal, on a un parti, une coalition de l'opposition qui remporte l'élection présidentielle dès le premier tour. Une élection sans conteste, dont la victoire, elle est nette. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sénégalais savent voter et savent choisir. Maintenant, c'est leur choix. Ce choix-là a été amené par un discours de rupture, par un discours de panafricanisme, par un discours qui est centré sur l'amélioration des conditions de vie des populations, par un discours qui est de Bassirou Diomaye Faye et la coalition, qui est centré sur les questions liées à la souveraineté. Et donc, c'est heureux d'entendre ici que, effectivement, le roi Mohamed VI est un panafricain, effectivement, et ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Union africaine, les relations avec le Sénégal, sa volonté d'approcher la CEDEAO, etc., le démontre. Maintenant, comprendre ceux qui sont au pouvoir, ils vont vouloir redéfinir les relations entre le Sénégal et l'ensemble des pays qui coopèrent avec le Sénégal. Je dis bien l'ensemble des pays. Maintenant, la relation Maroc-Sénégal peut ne pas être impactée dans un sens négatif. Il sera sans doute impacté, il sera sans doute revu, mais il faut souhaiter qu'il soit revu dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens du renforcement de la coopération économique
entre le Maroc et le Sénégal. Mais si vous pouviez peut-être nous donner plus de détails, c'est-à-dire comment, selon vous, cette relation ou ce partenariat économique qui est quand même solide, où il y a beaucoup, si je ne cite que les grands, c'est-à-dire les banques, les télécoms, l'assurance qui sont présents et qui aussi participent à l'essor économique du Sénégal de par le financement de TPME ou d'autres pans de l'économie sénégalaise. Comment, selon vous, quels sont les détails du renforcement du partenariat Maroc-Sénégal à l'ère de Bassirou Diomaye Faye? Alors, le renforcement, justement, et ça va être sur les secteurs que vous avez énumérés, banques, secteur tertiaire, etc., qui doivent effectivement être renforcés dans le sens de mettre en avant la création d'emplois, les retombées pour le pays, c'est-à-dire la création d'emplois de manière durable, et aussi les recettes que ça peut générer vis-à-vis dans le budget de l'État du Sénégal. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'au final, l'aide publique au développement n'est pas efficace. Elle n'a pas été efficace elle ne le sera pas. C'est pas là-dessus qu'on attend le Maroc. Et très bien, d'ailleurs, si le Maroc l'a compris assez tôt, au lieu de dire on va aider à aller construire des écoles, même si c'est bien, etc., on va faire une coopération économique gagnant-gagnant. Vous avez cité tout à l'heure un certain nombre de secteurs, banques, etc. Et du coup, il faut renforcer ces secteurs-là dans la coopération Maroc-Sénégal, mais aussi les autorités marocaines, l'exécutif doit être davantage inspiré dans ce que va apporter de nouveau la présidence actuelle, Bassirou Diomaye Faye. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est un peu tôt. On peut juste dégager des axes. Il y a le plan Sénégal émergent qui est là, qui va être, peut-être il va y avoir une période de transition, mais les autorités actuelles vont apporter leur vision. C'est ce qu'ils ont appelé le projet. Et c'est sur cette base-là qu'ils ont été élus. Et ce projet-là, pour l'instant, il n'y a pas de portefeuille projet, comme c'était le cas dans le cadre du plan Sénégal émergent. Mais il y a des orientations, des axes qui sont définis. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, allant dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant, d'un panafricanisme, d'une souveraineté, etc. Et donc, c'est bien entendu au Maroc de voir ce que les parcelles de souveraineté que Bassirou Diomaye Faye a envie de reconquérir dans l'économie sénégalaise et de voir comment des partenariats peuvent s'ouvrir dans ces autres secteurs qui pourraient être récupérés éventuellement par l'État du Sénégal. Comme je le dis encore une fois de plus, nous sommes dans une vision. Le pouvoir actuel ne présente pas encore un projet chiffré, un projet planifié dans le temps, etc. Il va falloir attendre ça pour que le Maroc se positionne. Mais repositionnement du Maroc, il va y avoir un repositionnement. D'abord, renforcement de la coopération existante, mais aussi repositionnement dans les nouvelles perspectives, mais en mettant en avant une certaine vision, c'est-à-dire souveraineté, pas d'aide, mais coopération gagnant-gagnant. Oui. C'est-à-dire un développement sans doute d'abord à l'échelle nationale, locale, mais aussi en harmonisant ça à l'échelle, j'ai envie de dire, régionale. Daouda Tall, merci beaucoup. Merci, vous venez de résumer justement et vous venez juste de peut-être paraphraser l'essence, l'ADN même de la perspective, de la vision marocaine de cette coopération sud-sud avec tous les 53 autres pays de notre continent, à savoir ce partenariat win-win, gagnant-gagnant, et ça ne repose pas, ce n'est pas un slogan vide de sens, mais ça se prouve à travers les différentes pratiques avec les différents pays, dont bien sûr le pays frère, le Sénégal. Sur ce, je voudrais vous remercier d'avoir été avec nous en cette première partie de questions d'actu, Daouda Tall. Merci beaucoup. C'est moi, merci. Nous continuons pour notre part le débat ce soir, direction l'Égypte. Hier, investiture de l'Abdel Fattah Sisi. Et voilà, cette prestation de serment, d'abord qui est organisée dans la nouvelle capitale. Si Abu Dhahab, les élections, elles ont été précipitées un peu en Égypte. Lapsus révélateur. En Égypte, statu quo ou signe de nervosité?
C'était les élections présidentielles. On parlait des élections présidentielles oui, de décembre. En décembre, évidemment, oui, voilà. 2023, je m'en souviens. M. Sissi l'a remporté haut la main, non pas l'arraché, parce que bon, il n'y avait pas véritablement des concurrents, je m'en souviens, mais l'un des concurrents qui devait s'y présenter, un certain Tantawi, je crois, on lui a refusé de le faire. Mais, encore une fois, M. Sissi rempile pour un autre mandat, en l'occurrence le troisième, et j'ai écouté son intervention devant l'Assemblée nationale égyptienne. Dans son discours, il a décliné un certain nombre de points majeurs. Il a commencé par la question, évidemment, de la sécurité et de la stabilité. Comme on le sait, l'Égypte est en proie. Mais est-ce que justement, c'est parce qu'il sentait qu'il y avait une instabilité qui était en train de s'installer en Égypte? C'est pour ça qu'on a un peu précipité ces élections, selon vous? Anticipé, oui, exactement, peut-être. Je n'ai pas véritablement de connaissances pratiques par rapport à ça, mais il était certain que M. Sissi, même avant, allait rempiler pour un autre mandat, dans le sens où il a quand même consolidé son image et sa légitimité auprès des Égyptiens, qui d'ailleurs, il se présente comme étant un sauveur. Il avait même dit dans son speech d'hier qu'il a sauvé les Égyptiens du terrorisme, l'extrémisme, etc. Certes, on le sait, que l'Égypte aussi traverse une période très délicate de son histoire, sur le plan surtout économique, avec une inflation galopante. Vous savez, c'est une puissance démographique de premier plan à l'échelle du continent. Une oisiveté, j'allais dire, par rapport à une jeunesse qui ne trouve toujours pas des emplois. En même temps, un système éducatif à adapter, ainsi que d'autres crises, évidemment, sur lesquelles l'Égypte ne pouvait pas embrayer, comme la crise alimentaire, suscitée aussi par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres phénomènes globaux comme le post-Covid-19 et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on peut dire, par rapport aux aspirations et à la feuille de route plus ou moins déclinée par M. Sissi, s'il allait précisément répondre aux aspirations d'un peuple égyptien, assoiffé encore une fois d'intégration, de stabilité. Ceci dit, de toutes les manières, je crois que M. Sissi, certes, il faut dire qu'il est expérimenté aujourd'hui, qu'il a consolidé les assises du pouvoir, mais en même temps que l'Égypte se trouve dans un environnement géopolitique extrêmement agité et instable, et on se pose la question sur la prochaine période s'il allait véritablement réussir le challenge. Oui, d'autant plus que, à quoi est dû, comment on peut expliquer la popularité? Parce que, quand même, combien le taux? Il est de 89%. 89, exactement. C'est quand même conséquent pour des résultats d'élections Ali El-Harichi, des résultats d'élections présidentielles. Après, sans vraiment de conséquences, ces élections, parce que bon, il n'y a pas eu vraiment d'opposition qu'on a vue. Cela dit, comment expliquer cette popularité? Est-ce que, d'abord, il n'y a pas de performance économique exceptionnelle, bien au contraire. Alors, comment, selon vous, on peut expliquer que Sissi a gagné? Il a gagné parce qu'il y a 39 millions d'Égyptiens qui ont voté sur lui ou pour lui. Il a gagné, bon, 89%, c'est vrai, et c'est pas 96 des élections de 2014 et de 2018. Déjà, il y a 7% de moins. Oui. Bon, mais ça reste quand même 39 millions d'Égyptiens. Bon, d'abord, quand on parle de l'Égypte, je rejoins ce qu'a dit mon collègue. C'est un pays où il y a 106 millions d'habitants. C'est un pays qui se trouve dans une zone géopolitique très, très difficile. D'abord, c'est le voisin, c'est le pays qui a fait le plus de guerres avec Israël, bien sûr avec les autres pays arabes. C'est le pays qui est aujourd'hui sollicité pour, on en a parlé la dernière fois, pour le ciné, malheureusement pour déloger les Gazaouis, les Palestiniens. C'est le pays aussi où il y a une crise économique depuis des années, une crise économique et une inflation très, très, très forte. On parle parfois 40% d'inflation. Donc, la crise économique, la démographie très importante, on parle de plus d'1 million, et la dépendance à la fois parfois énergétique, mais aussi alimentaire. Et nous avons vu que, par exemple, l'Égypte, c'est le deuxième pays qui importe le blé de l'Ukraine ou de la Russie. Avec la crise russo-ukrainienne, il y avait un vrai problème au niveau de l'Égypte. Exact. Et ça, c'est
Donc, il faut voir tous ces paramètres-là et on voit, bon, pourquoi ce monsieur-là, il est populaire, pourquoi il gagne. Bon, il faut aussi voir oui, pourquoi il gagne. Vous avez parlé, justement, sur les 105 millions, et selon la Banque mondiale, plus de 30% vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Plus même, plus et même. Je dis selon la Banque mondiale, et qui estime que ce chiffre, il est en dessous de la réalité. Hein, vous faites bien de le préciser. Mais, ceci étant dit, les gens ont quand même voté pour Sisi. Vous avez parlé de l'inflation, il y a l'inflation, il y a aussi l'inflation qui se creuse, les inégalités aussi, parce qu'il y a une classe aussi supérieure en Égypte qui ne semble pas être impactée un tant soit peu par la hausse des prix, encore moins des denrées alimentaires. Donc malgré justement cet écart qui se creuse entre les classes sociales en Égypte, on voit quand même que ça n'a pas vraiment affecté. Est-ce que vous pensez justement que le contexte géopolitique avec la guerre aux portes, vraiment littéralement aux portes de l'Égypte, ont fait que les Égyptiens n'ont d'autre choix que de choisir la sécurité que Sisi leur promet, parce que rappelons que son background il est quand même militaire, plus qu'économique d'ailleurs, et que finalement ça a fait que on choisit la sécurité, et puis bon, pour manger, comme il l'a dit d'ailleurs dans l'un de ses discours, on peut se contenter d'un repas par jour. Ben voilà. Bon, il y a le sécuritaire. C'est un militaire. C'est le 5e président militaire depuis 1952. Il y a eu une petite parenthèse de Morsi, donc en 2014, enfin après le printemps arabe, qui n'a duré même pas plus qu'une année. Et donc c'est un militaire, c'est la sécurité, c'est la région. En fait, la région, l'Égypte se trouve dans un lieu qui est toujours en train de, je dirais pas une poudrière, mais bouillonnante. Il y a toujours des guerres, il y a toujours en plus des problèmes de la démographie et de la dépendance alimentaire. Il y a aussi chez les Égyptiens, ça c'est un point très important, du point de vue sociologique et anthropologique, il y a cette forme de, je dirais pas de charisme, oui, de charisme, de leader, depuis peut-être Abdel Nasser, ou même avant Abdel Nasser. Les Égyptiens, ils ont toujours été dans cette perception du leader charismatique, quel qu'il soit, c'est-à-dire le chef de l'État. On le voit d'ailleurs même dans la reproduction culturelle, dans la reproduction littéraire, dans la reproduction cinématographique. On va voir des films qui vont faire l'éloge de Jamal Abdel Nasser, d'Anwar Sadat, peut-être dans quelques années de Moubarak. On a vu dernièrement même une série l'année dernière où on voyait le président Morsi, enfin le président Morsi et le président Sisi, une série télévisée qui a essayé de faire la lecture c'est-à-dire la lecture de la révolution de 2011, du printemps arabe, et avec le président actuel. Donc, les Égyptiens, ils ont cette forme de charisme ou de l'homme sauveur. Vous avez parlé du sauveur. Effectivement. Oui, il a promis la poursuite des réformes. Hein. Oui. Donc les Égyptiens, c'est dans leur pensée. Quand on lit la littérature égyptienne, quand on voit, il y a toujours cet homme sauveur, cet héros qui vient sauver toujours le pays, quel qu'il soit. Ils sont très attachés à cela, attachés à la terre. D'ailleurs, je pense que la reproduction cinématographique et littéraire égyptienne nous permet de lire l'Égypte géopolitiquement et politiquement, et comment le pouvoir se fait en Égypte. Donc, et maintenant, l'ouverture ou l'investiture, il s'est fait dans cette nouvelle ville. C'est ça. Et là, ça nous ramène un peu à ce qui est... C'est un message fort, Ali. C'est un message très fort, là. C'est un message, c'est que, oui, vous avez été contre ces dépenses massives, mais je vais le maintenir, et il l'a dit dans son discours. C'est-à-dire que les réformes, elles vont continuer. Il va continuer à construire ce qui coûte des milliards au moment où la monnaie a été dévaluée. C'est ce qui a apporté plus d'inflation à ce pays, rappelons-le, et à emprunter davantage alors que le pays est déjà surendetté. Donc, en gros, écoutez, vous avez beau vous plaindre, mais mon plan, je vais le mener à terme. Même si on a des difficultés à se financer. Il y a cette forme de l'attachement aussi des Égyptiens à tout ce qui est pharaonique. Un pharaon, enfin un président, un pharaon, un chef d'État, il a toujours sa ville. Et il a toujours construit. Mais c'est vrai, mais il fallait voir le défilé des momies des Égyptiens qui a été fait je pense il y a 2 ans ou 3 ans, où on voit cette démonstration
l'histoire de l'Égypte. Donc l'attachement n'est pas terminé des sur le musée, Oui, rappelons-le. Oui, mais toujours pas terminé. le défilé qui s'est passé, c'était quelque chose de somptueux. Cette image-là, donc cette reproduction, comme j'ai dit, cet attachement. Je pense que la nouvelle ville. Ah oui, d'accord. Oui, mais cette nouvelle ville, ça nous rappelle, moi, je pense à d'autres villes, à d'autres pharaons dans les temps passés qui construisaient leur ville et leur pouvoir. C'est le symbole de leur pouvoir. Et peut-être parce que, bon, lui, il va dire il y a la création de l'emploi en construisant, il y a de l'économie qui va avec, mais ça coûte trop cher pour les Égyptiens. Maintenant, il y a plusieurs paramètres, donc ce n'est pas facile pour l'Égypte. Il y a le paramètre de la démographie, il y a le paramètre de la dépendance alimentaire, il y a le paramètre géopolitique, le paramètre du voisin avec la guerre qui est toujours à ses portes. Donc tout cela conduit que les Égyptiens vont chercher cet homme charismatique, peut-être en tous les cas charismatique, peut-être pas comme ils ont vu à Abdel Nasser, mais peut-être c'est non, mais c'est vrai. Oui, mais après, vous le dites. Vous le dites, vous me facilitez la transition. J'aimerais bien être équitable quand même en termes de temps. Si Sahimi m'aurait rappelé à l'ordre, s'il était sur le plateau ce soir. Mais si Zakaria Boudahab. Alors, un homme charismatique, certainement pas Gamal Abdel Nasser. On ne va pas comparer les deux, loin de nous l'idée de faire des comparatifs, mais cela dit, un peu le contexte régional, je vais revenir à ce contexte régional, nous impose des comparaisons. Est-ce qu'aujourd'hui, il joue son rôle de leader et d'ailleurs, il veut le jouer davantage parce qu'il y a d'autres négociations qui vont se tenir, selon les responsables égyptiens, au Caire, après l'échec des négociations à Doha. Donc, est-ce qu'il joue réellement un rôle dans cet échiquier, dans cette équation et dans ce conflit et dans ce massacre qui se tient à Gaza? L'Égypte, on a toujours été ainsi, historiquement parlant, au niveau du monde arabe, mais également par extension au niveau du monde islamique. Et c'est un peu, on va dire, si je puis m'exprimer ainsi, l'épicentre quand même géopolitique du monde arabe. C'est clair. De par sa position à la jonction de l'Asie et de l'Afrique, mais en même temps, de par sa profondeur culturelle, diplomatique aussi, il faut le dire. C'est un pays fondateur de la Ligue arabe en 1945, avec la Syrie et l'Irak, et qui était plus ou moins intégré dans le parti Ba'ath. Et cette union que Nasser appela de ses voeux avec le Yémen et avec la Syrie, entre autres choses. Donc, il y a des forces centripètes et centrifuges. Je voudrais dire aussi, peut-être ce n'est pas le Sisi lui-même, mais c'est le statut de l'Égypte en tant que tel, historiquement parlant. Mais il a quand même un rôle à jouer dans ce statut de l'Égypte. Oui, mais il y a le système, il est là, il est déjà installé. Je crois que, qu'on le veuille ou pas. Il y a un establishment en Égypte, comme tout à fait. On parle d'un establishment du State Department américain, il y a un establishment de la diplomatie égyptienne qui est en place et tout à fait. Qui ne dépend pas finalement de qui est à la tête du pays. Il n'y a pas de rupture, mais je voudrais rebondir ce que disait mon cher collègue Sil Harichi, effectivement, parce que lui, il se présente comme étant un sauveur quand même, il ne faut pas l'oublier, quand il s'est insurgé, rebiffé contre le défunt Morsi. Et donc je pense que les Égyptiens, comme vous l'avez si bien dit, aujourd'hui, sacrifient tout au profit de la sécurité, de la stabilité. C'est quand même une force démographique, on l'a dit. Mais n'oublions pas quand même, ce n'est pas une sorte de bilan que je fais, mais je rappelle que l'Égypte reste quand même une puissance économique continentale. Je crois que traditionnellement, elle est classée deuxième après l'Afrique du Sud. Le Maroc vient en troisième position. Vous voyez, un. Et de deux, que sous son dernier mandat, l'Égypte a été admise en tant que membre du BRICS, par exemple. Que l'Égypte, troisièmement, a des relations stables et assez importantes avec les pays du Golfe arabes, notamment l'Arabie Saoudite. Les Émirats Arabes Unis qui ont volé à son secours, j'ai envie de dire, il y a quelques jours, il y a 2 semaines, quoi. Exactement. Et ce sont donc quelques leviers, entre autres choses, qui permettent peut-être d'augmenter sa cote de popularité. Je ne sais pas réellement, parce que il faut dire que cela tient à la nature même du système politique égyptien. C'est un régime qui est présidentiel, voire même présidentialiste, où pratiquement il n'existe pas de Premier ministre, même s'il est nommé de facto. Ça me rappelait, Madame Khadija, les élections les dernières en Turquie, avec Erdogan. Quand on sait que la lire chutait, quand on sait qu'il y avait l'inflation, problématique connexe, mais de par le contexte géopolitique du moment, guerre entre la Russie
et l'Ukraine, ainsi que d'autres menaces, par exemple la menace kurde, entre guillemets. Et c'est ce qui fait que parfois, il est vrai que le paramètre, comme ça a été dit par Si Ali, ou le facteur décisif de la stabilité de la sécurité pourrait constituer une sorte de facteur explicatif de cette acclamation, j'allais même dire. Donc maintenant, nous sommes dans des transitions partout, non seulement au niveau du monde arabe ou au niveau du continent africain, mais au niveau mondial. Il y a beaucoup d'autres élections qui attendent le monde, que ce soit les élections européennes, ah oui, américaines. Non, mais c'est l'année de tous les scrutins. Tout voilà. à fait. Oui. Et avec une Union africaine qui se recherche, n'oublions pas les projets qui ont été lancés en grande pompe, la zone de libre-échange continentale. Vous savez que du temps de Fou Moubarak, il y avait une demande présentée, d'ailleurs même au niveau du Sénégal, du temps de M. Abdou Diouf, pour rejoindre l'Union du Maghreb arabe. Imaginez, ben oui, ça c'est au niveau des archives. Si on avait pu créer cette Afrique du Nord intégrée, ce grand Maghreb, avec une Égypte, avec même un Sénégal, imaginez, on dépasse un peu le critère ethnique ou ethnographique. Géographique aussi. Hein. Ou géographique. Clairement. Et ont créé une intégration forte. Maintenant, bon, c'est vrai que c'est un peu renvoyé au calendrier grec, mais je reviens à ce que je disais, que l'Égypte, de par sa position géographique, devrait jouer ce rôle de stabilité, de stabiliseur au niveau du Moyen-Orient, rôle potentiel par rapport à la sortie de cette guerre qui ne dit pas son nom, de l'après 7 octobre jusqu'à aujourd'hui, avec les souffrances indicible. Et donc, je crois que si on est conscient de ce statut de l'Égypte, mais en même temps, il est vrai, des difficultés internes. Je ne sais pas comment il saura les gérer, mais je crois qu'il y a pas mal de choses qu'il a évoquées hier dans son speech. Il les gère déjà, hein, Ali El-Harichi, avec la manière qu'on lui connaît. Oui, entre autres. Il les gère aussi, il y a de l'aide, il y a des pays arabes, on a parlé des Émirats arabes unis. Non, mais les crises internes, c'est-à-dire comment cela se fait que... Oui, économique, ouais. Moi j'ai parlé des crises économiques, oui. Il y a aussi des crises de droits de l'homme, des crises on parle de droits de l'homme parfois, de l'opposition qui n'a pas droit à l'expression. Oui, il y a des crises qui sont pointées par les organismes internationaux par rapport aux questions de droits de l'homme et des libertés publiques. C'est ce qui est vrai. Alors, ce qui est vrai, je voudrais peut-être revenir avec vous avec l'une de ces déclarations et qui vient conforter un peu, parce que il y a certes le risque exogène qui vient justement de la guerre qui se passe, et Sisi a évoqué hier les tentatives terroristes à l'intérieur de l'Égypte, et parlant d'une violence sans précédent dans l'histoire moderne de l'Égypte. Donc, ici, encore une fois, hein, on va revenir à ce même point de l'importance du volet sécuritaire. Quelles sont ces menaces terroristes qui pèsent aujourd'hui sur l'Égypte concrètement? Les menaces terroristes, l'Égypte, c'est l'épicentre. C'était l'épicentre du monde arabe et musulman, mais c'est l'épicentre des frères musulmans. C'est en 1926 que Hassan el-Banna a créé donc le mouvement des frères musulmans. Peut-être qu'il y avait une autre vision du monde, un monde musulman, un umma. Mais après ces frères musulmans, il y a eu après le passage de Saïd Qutb et le Qaradawi et les autres, et nous avons vu que il y a eu des branches qui sont sorties, c'est-à-dire qui sont les salafistes qui peut-être qu'ils n'étaient plus dans ce mouvement des frères musulmans, mais qui ont donné le terrorisme. L'Égypte a toujours connu le terrorisme, surtout au niveau en parlant de la région du Sinaï, où ces gens-là peuvent avoir, c'est presque des régions qui sont presque incontrôlables et non contrôlées. Donc le terrorisme existe. Et on se rappelle même qu'il y a eu des attentats auparavant contre le président Moubarak. Donc les terroristes existent. C'est un mouvement très fort. Il y a une dynamique politique, mais il y a une dynamique de l'islam politique qui a pris parfois les armes pour faire des actes terroristes. Donc, quand on parle de terrorisme, c'est pas quelque chose de très stable. Il faut dire que Sisi, quand il est arrivé, c'était sur Feu Morsi qui était élu, qui était président, qui venait du mouvement des frères musulmans. Et nous avons vu, bien sûr, qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été mises en prison pour des raisons. Donc, c'est la justice égyptienne qui avait décidé. Mais ce mouvement n'a jamais disparu. C'est un mouvement qui a été créé presque il y a un siècle par Hassan el-Banna,
qui est devenu transnational. Les frères musulmans, c'est un mouvement qui est transnational, qui existe partout dans le monde, bien sûr avec des formes pacifiques, mais il y a aussi ces formes qui ont donné après, même le Qaïda, et avant qu'elle arrive ici au Maghreb, ou au Maghreb arabe, ou au Sahel, ou carrément, au début au niveau du Proche et du Moyen-Orient, ce sont les Tawahiri et les autres, ce sont des enfants des frères musulmans. Ce sont aussi les frères musulmans qui ont tué le président Sadat lors d'un défilé. Oui. C'est des militaires. Donc, tout cela fait que, quand on parle de terrorisme, l'Égypte est un grand pays, et c'est un pays où il y a eu la naissance de l'islam politique qui est devenu islam politique très très fort, mais après il y a eu des branches armées, et aujourd'hui donc la région, la question palestinienne, tout ce qui se passe autour de l'Égypte fait que ces mouvements-là, bien sûr avec l'internet, avec tout ça, donc qui ont des forces et d'une existence. Oui, Sisi qui a promis justement d'augmenter les efforts dans le domaine politique et la poursuite du dialogue national et économique avec une réforme financière. On verra bien ce que apportera ce nouveau mandat de 6 ans, comme le stipule la constitution égyptienne du président, donc qui a remporté les élections en décembre dernier, Abdel Fattah Sisi, qui a prêté serment hier. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci à vous, Madame Khadija. Toujours un plaisir. Marhaba. Merci à vous également, Ali El-Harichi. Au plaisir de vous recevoir bientôt sur le plateau. Inch'Allah. Merci, Eid Mubarak Saïd. Mousbaqan, Inch'Allah. Inch'Allah, dans une semaine. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.